C'est un sujet d'une extraordinaire importance, d'une obsession permanente dans l'Europe d'aujourd'hui, pas seulement dans l'Europe d'aujourd'hui, mais je l'ai noté, particulièrement aujourd'hui dans l'Europe, et qui concerne la question de ce que certains appellent la perpétuité perpétuelle. La perpétuité perpétuelle que les Américains résument d'une formule « Life without parole », condamnation à vie sans aucune espérance de sortir jamais de la prison. C'est en effet un sujet majeur et qui a entraîné des mouvements juridiques successifs dans les dernières années. Et je l'indiquerai à la fin de mon propos parce que je souhaite qu'une discussion riche s'engage à ce sujet qui pose une question majeure de changement de paradigme judiciaire. C'est une nouvelle approche à la justice que l'on décèle quand on examine ce mouvement qui tente à transformer la condamnation en tout simplement lutte contre la dangerosité. Je marque qu'il y a longtemps que ce mouvement existe et que ce qui m'avait fasciné au moment même où se débattait la question de l'abolition de la peine de mort dans l'enceinte du Parlement français, un certain nombre des membres de ma formation politique venaient me voir, me tiraient par la manche en me disant « Oui, c'est bien tout ça, mais il faudrait quand même que tu songes à permettre ou à introduire une peine de substitution. » Je n'avais pas de difficulté à répondre que de substitution à la mort, je n'en voyais pas. Et que remplacer un supplice par un autre supplice, c'est-à-dire une perpétuité perpétuelle sans aucun espoir jamais de sortir de prison, me paraissait tout à fait indigne à un moment où il ne s'agissait que de faire triompher la parole du grand Victor Hugo, l'abolition pure, simple et définitive. Pure, simple et définitive. Mais en réfléchissant, s'il ayant été repoussé, à cette espèce de mouvement et en mesurant que la question revenait sans cesse au cours des débats, substituer à la peine de mort quoi ? Une peine autre, qui soit en réalité une autre peine de mort, eh bien, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il n'y a que deux, en définitive, s'agissant des grands crimes et criminels, que deux approches. Deux approches quand il s'agit de justice. La justice qui croit en la réinsertion et la justice qui veut réaliser l'illumination. Justice de réinsertion, justice d'élimination, c'est cela en réalité les deux courants majeurs qui s'opposent et ne cesseront pas de l'être. Alors, je voudrais d'abord que le problème est faussement posé. Quand il s'agit de dire, puisqu'on supprime la peine de mort, il faut à ce moment-là, pour prévenir la récidive, une autre forme de peine qui nous mette à l'abri pour toujours du risque de celle-ci de la part des criminels les plus dangereux. Et on pense notamment aux criminels sexuels qui sont l'obsession de notre temps. Je remarque que ce n'est pas une préoccupation qui devrait être liée à l'abolition, parce qu'il a toujours existé de tout temps, et y compris au temps où la peine de mort existait, un certain nombre de condamnés, la plus grande partie, qui n'étaient pas condamnés à mort. Et que pour tous ceux-là qui étaient condamnés déjà à perpétuité, la question se posait, mais quoi ? J'évoquais la justice d'élimination. La justice d'élimination, le XIXe siècle, en tout cas en France, avait trouvé, c'était d'ailleurs les républicains qui l'avaient trouvé, les plus républicains des républicains,
avait trouvé une formule qui généralisait la première anticipation de Napoléon III sur ce point, le bagne. Pas le bagne où va Jean Valjean, là où jadis on construisait les galères. Non, pas Brest ou Toulon. Le bagne, sous la forme de la transportation, ou dans ce que Clémenceau, à juste titre, dénonçait contre Waldeck-Rousseau, la guillotine verte, le bagne, ou en Guyane. On avait fait un essai du côté de la Nouvelle-Calédonie, mais le climat y était trop plaisant et on y survivait trop longtemps. Donc c'est à la Guyane que l'on a envoyé, vous le savez, pendant fort longtemps. Je prends là l'expérience française, mais d'autres se déroulaient de la même façon pour les pays qui avaient des colonies à l'époque. On envoyait deux catégories. Les uns étaient les grands criminels qui n'étaient pas condamnés à mort, on les appelait les transportés. Les autres étaient des multirécidivistes qui avaient été condamnés un certain nombre de fois pour des infractions mineures, vagabondage, vol domestique ou vol de petits larcins. Bref, ceux qui, de toute éternité, avaient fait peur dans les campagnes, mais qui n'étaient pas des criminels, qui étaient simplement ce que Hugo qualifiait de misérables. Et encore, parmi mes documents, j'ai comme ça un relevé de relégation. Je voyais pour un homme de 38 ans, 6 condamnations à 3 mois, avec marqué d'une écriture précise, vol de lapin, vol d'effets, vagabondage, et qui s'est retrouvé à Cayenne, ou plutôt à côté de Cayenne, pour y mourir au bagne à 46 ans. J'ai pu retrouver sa longue trace. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que Clémenceau avait raison. C'était une autre forme d'élimination par la distance, en ce qui concernait ceux qui les redoutaient, et d'élimination physique. Parce que le taux de mortalité, compte tenu des conditions sanitaires et des conditions climatiques, atteignait, tu évoquais la prison républicaine, nous l'avons découvert au cours de ce séminaire de 5 ans que j'ai tenu à l'École des hautes études avec Michel Perrault, que le taux de mortalité dans le bagne à la Nouvelle-Calédonie était sensiblement exact à celui des camps de concentration nazis avant la guerre. Je ne parle pas des camps d'extermination. Je dis les camps de concentration nazis entre 1933 et 1939. J'évoquais la justice d'élimination. Ici, et sans peine de mort, on la réalisait aisément. Non, soyons précis. On a supprimé le bagne. C'est l'unique avancée qu'a réalisé dans le domaine judiciaire le Front populaire. On a ramené les bagnards après la guerre, dans les années 50. J'ai connu quelques survivants à cette époque. Et la question, évidemment, s'est posée et continue de se poser. Mais que faire à ce moment-là des condamnés à de très longues peines ? Vous savez que, dans le sens inverse du durcissement que j'évoquais, un long courant humaniste a peu à peu sensiblement amélioré à travers toute l'Europe, dans certains des États-Unis des États-Unis aussi, la condition pénitentiaire. Vous savez qu'on a, à partir du fin du XIXe siècle, généralisé les possibilités de libération conditionnelle, puis construit tout un système de permission de sortie, semi-liberté, etc. Je ne suis pas ici pour faire un cours de procédure pénale. J'évoque cela parce que le constat s'est fait que
dans la perspective de réinsertion, celle de l'anti-élimination, on avait constaté que pour qu'il n'y ait point ou moins de récidive, il fallait prendre le plus grand soin de préparer la sortie à travers des sas successifs, depuis la permission de sortie, la libération conditionnelle, avec port de bracelet, mesures de contrôle et aussi, autant que nous sommes, des mesures psychiatriques. Tout cela, ce mouvement s'est réalisé peu à peu, mais à chaque fois que se produit un crime qui mobilise justement l'opinion publique et qui fait horreur par ses conditions de commission ou la malheureuse victime, l'opinion publique frémit et des voix généralement pas complètement politiquement désintéressées s'élèvent pour réclamer le retour, sinon à la peine de mort, en tout cas à une perpétuité perpétuelle. Et cet enjeu de la perpétuité perpétuelle, il prend toute sa signification quand on voit qu'aux États-Unis, aujourd'hui, tous les sondages s'accordent pour dire que même la plupart des partisans de la peine de mort dans les États qui conservent celle-ci accepteraient l'abolition à la condition que, et c'est le propos liminaire, life without parole, ils disparaissent pour toujours dans une sorte de Guantanamo, cette fois-ci derrière des murs plus hauts, mais tout aussi éloignés du reste de la société. Voilà. Donc, on voit que le véritable enjeu aujourd'hui de la justice de réinsertion contre la justice d'élimination, ou l'inverse si vous préférez, se noue autour de la condition de ceux qui sont condamnés à de très longues peines. Je rappelle que nous sommes en Europe. Je précise que je suis, moi, profondément européen. Quand on me demande de me définir, je dis toujours je suis un Européen français ou un Français européen, comme on voudra. J'inclus arbitrairement et sans aucune espérance politique de mon vivant dans cette Europe-là, cette Union européenne-là, la Suisse, mais c'est une erreur de diagnostic que peut-être l'avenir sera changé. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, et étant un Européen, c'est toujours, dans le cadre des institutions européennes que je me place pour traiter un sujet qui engage profondément l'avenir et les valeurs du continent européen. Je rappelle, première donnée, qu'il n'existe pas de peine de mort en Europe. Et je ne parle pas là, ici, de l'Union européenne. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit à tout État membre de recourir à la peine de mort, comme la Constitution française aujourd'hui. Je constate simplement que sur les 48 États du Conseil de l'Europe, donc bien au-delà de l'Union européenne, tous ont aboli la peine de mort, hormis, ce qui ne surprendra personne, un seul État, le dernier des États staliniens, la Biélorussie, modèle conservé de ce que furent les démocraties populaires de jadis, où, bien entendu, comme dans toutes les dictatures, la peine de mort était non seulement présente dans les textes, mais largement utilisée. Donc, mettons de côté la Biélorussie, ce fossile survivant d'un temps révolu, et nous passons à ce deuxième constat. Non seulement les législations nationales ne prévoient plus la peine de mort, mais la conscience européenne se traduit dans des accords inter-européens, dans des pactes régionaux qui interdisent à tout État membre de rétablir
ou d'avoir recours à la peine de mort en quelque circonstance que ce soit. Et aujourd'hui, le 6e protocole à la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États signataires et l'ayant ratifié de recourir. Je rappelle que dans tous nos États, le principe est que les traités internationaux ont force dominante sur les lois internes. Si je dis cela, ce n'est pas pour faire un cours de droit dans un lieu qui ne s'y prête pas, c'est pour rappeler que c'est au niveau européen, à cause des conventions internationales qui priment les droits nationaux, qu'il faut chercher les réponses aux problèmes qui s'opposent dans chaque État. En ce qui concerne ensuite la question de la jurisprudence, je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un certain nombre d'arrêts de principe que nous connaissons bien, a rappelé que la peine de mort était incompatible avec une société fondée sur les droits de l'homme. Et vous savez que, du même coup, à cause de cette jurisprudence, aucun État européen n'extrade vers un pays qui recourt à la peine de mort quelque personne accusée que ce soit, sauf engagement pris par cet État, qu'il ne sera pas condamné à mort et en tout cas pas exécuté, engagement qui est plus que rarement pris. Et enfin, je marque que, s'agissant du sujet qui est précisément celui qui sera débattu tout à l'heure et sur lequel je souhaite que le débat s'engage, plus encore que mon propos liminaire, je rappelle à cet effet que la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de fixer ce que sont les limites concevables pour le recours à des peines perpétuelles. Ceci est trop souvent perdu de vue. Je ne parle pas des démagogues, ils sont par définition anti-européens, puisque l'Europe, et en particulier l'Union européenne, s'oppose à toutes les formes de démagogie qui les animent. Mais je marque simplement ceci. Quand vous vous interrogez sur la portée de dispositions nationales, y compris suisses, sur telle ou telle mesure qui est adoptée, peut-être par voie de référendum, nous aurons l'occasion d'en discuter, ceci obligatoirement doit s'inscrire dans le cadre de la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, telle que cette convention est interprétée et appliquée par la Cour européenne des droits de l'homme. Ceci doit toujours être conservé en mémoire. Et par conséquent, quand vous voyez, quelle que soit l'origine, serait-elle un référendum d'origine populaire, d'origine populaire, une fois qu'il est traduit dans la loi, encore faut-il que ceci soit conforme, par la voie du contrôle de conventionnalité, aux principes et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Avec cette Cour, la Suisse a entretenu depuis toujours des rapports très étroits, et notamment, nous avons tous connu, nous connaissons personnellement le président de la Cour européenne des droits de l'homme qui a présidé le tribunal fédéral. Quand vous lisez les textes, donc, qui sont issus de nos législateurs partout, toujours les réinscrire dans le cadre conventionnel, celui du Conseil de l'Europe. C'est vrai que je tire une grande fierté personnelle du fait que j'ai eu le privilège, vraiment le privilège, conformément à une conviction que je nourrissais depuis longtemps, et quelques jours seulement après l'abolition de la peine de mort, de me rendre à Strasbourg pour y lever les réserves honteuses qui interdisaient aux citoyens français de saisir
la Cour européenne des droits de l'homme, à l'époque la Commission et la Cour, lorsque leurs droits fondamentaux étaient violés par les autorités nationales. Eh bien, on se doit alors de se pencher sur ce qu'est la situation actuelle au regard de la question de la condamnation à perpétuité et des périodes de sûreté de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je ne reprendrai pas la suite des décisions, mais je marquerai qu'au fil des décisions rendues, s'est dégagé un corpus essentiel qui définit le cadre dans lequel le législateur suisse peut intervenir sans violer la Convention. Et ces principes sont les suivants. Il est concevable que le législateur national formule une peine de perpétuité. Il y a des États dans le Conseil de l'Europe et dans l'Union européenne où il n'y a pas de peine de perpétuité, ce qui évidemment enlève une partie du problème. Et je pense en particulier à un État important, c'est-à-dire à la Norvège, où le maximum de la peine qui peut être purgée est de 21 ans, pas plus. On s'en est aperçu, Bruix l'a fait au moment du terrible crime commis, on le sait, dans une île contre des jeunes sociodémocrates. Ça, c'est concevable, c'est l'affaire de chaque pays. On peut ou on peut ne pas avoir une peine perpétuelle. Si l'on adopte une peine perpétuelle, on peut, dans le cadre de l'exécution de cette peine perpétuelle, fixer une période de sûreté dans laquelle, selon les régimes, on interdit toute permission de sortie, on la permet, accompagnée, pas accompagnée, c'est une question de modalité technique, et dans lequel on prévoit des possibilités, après la période de sûreté, de libération conditionnelle assortie de multiples mesures. Je ne vais pas refaire leur inventaire, elles se sont beaucoup améliorées et développées, notamment dans le domaine psychiatrique. C'est donc le deuxième point. Perpétuité, mais perpétuité qui peut être assortie d'une période de sûreté dans le cadre de l'exécution de la peine, sans possibilité à ce moment-là, pendant cette période de libération conditionnelle, ni de sortie. Et puis, troisièmement, on peut aussi concevoir des mesures de sûreté après, mais en aucun cas, s'agissant d'une peine de perpétuité, et je reviens à elle, on ne saurait admettre que celle-ci soit perpétuité perpétuelle, horrible cumul. Perpétuité perpétuelle, cela n'est pas concevable. Cela veut dire qu'on peut retenir à perpétuité, mais qu'on peut aussi, selon l'évolution de la personne, prévoir que celle-ci peut bénéficier des différentes mesures qui lui permettent un jour, après longtemps, de retrouver la société des hommes libres. Et ces décisions particulièrement importantes, toujours, se placent sous le signe d'une sorte de droit particulier, peu connu, mais essentiel, s'agissant de ces hommes-là, plus rarement les femmes, c'est-à-dire le droit à l'espoir. Et bien avant cette jurisprudence de bienvenue de la Cour des droits de l'homme, nous savions qu'indépendamment de toute question de peine de mort, on ne peut pas prétendre détenir des êtres humains en leur disant dès le départ que jamais, quoi qu'ils fassent, quel que puisse être le levain du changement chez eux, le désir revenu d'une autre vie, bref, l'espérance un jour, espérance lointaine, mais espérance qu'ils retrouveront la société des hommes libres,
tuer cette espérance-là, c'est tuer le levain du changement et c'est transformer nécessairement ces hommes en bêtes fauves, car ils n'ont plus rien à perdre ni à craindre. Plus rien à perdre. Et enfin, les personnels pénitentiaires se refusent, et on les comprend, à assumer dans leur vie quotidienne la garde d'hommes qui sont ainsi voués à demeurer en détention jusqu'à la fin de leur jour. Trop dur, trop difficile, trop dangereux. Mais l'essentiel, et je prie chacun de s'en souvenir, c'est cette proclamation qu'un homme n'est vivant que s'il vit avec une espérance lointaine, peut-être chimérique, peut-être illusoire, mais une espérance qu'un jour, il, si je puis dire, redeviendra un homme et en tout cas retrouvera la société des hommes libres. Alors, l'Angleterre avait oublié cela. Elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, car on avait oublié la nécessaire possibilité, à un moment donné, de retourner devant une commission médicale, des juges, pour asseoir la possibilité, ouvrir la possibilité d'une libération conditionnelle très assortie de garanties et de restrictions. Les Anglais avaient à cet égard passé une nouvelle loi et oublié cette disposition, censurée. Cela a valu également pour d'autres États, l'Allemagne, qui a un régime de rétention de sûreté post-condamnation, une fois que la condamnation a été exécutée, s'est trouvé également amené à modifier et améliorer son système. Je pense que sur ce point, il ne peut y avoir aucune équivoque possible en ce qui concerne les dispositions actées à partir du référendum que l'on connaît, qui a été à l'origine de la rénovation et du changement de la matière en Suisse. Donc les choses sont claires. Perpétuité est possible, période de sûreté est possible, mais ce qui est impossible, c'est la privation du droit à l'espoir, c'est-à-dire en clair l'interdiction que à tout jamais un être humain se voit annoncer qu'il sera détenu jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Donc c'est clair pour qui veut l'analyser, c'est tu dans le débat politique. Cela crée des ressentiments du côté des conservateurs anglais qui ont avec la Cour européenne des droits de l'homme un contentieux constant. Pour nous, c'est l'expression même de ce qu'est ou de ce que doit toujours être la société de liberté, c'est-à-dire la société européenne. Il ne peut pas y avoir une société européenne qui ne repose pas sur les droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, le premier d'entre eux, après le droit à la vie, c'est le droit, forme élémentaire de dignité humaine. Et la dignité humaine, elle ne peut pas s'accommoder de la transformation d'un être humain en un animal dans une cage jusqu'à la fin de ses vies. Je pourrais dire bien d'autres choses encore, mais chacun sait que, comme le disait une personnalité française, je suis un droit de l'hommiste enragé. Eh bien, j'avoue, oui, je suis un droit de l'hommiste et je suis un optimiste. Merci.